La France a connu des moments très sombres. Je ne parle même pas des épisodes de guerre ou de crise politique majeure, mais bien de scandales nationaux ayant pu naître à cause de quelques personnes seulement, les tueurs en série. Connaissez-vous ces tueurs en série qui ont traumatisé la France? Alors des tueurs en série, il y en a eu des milliers à toutes les époques. Ils ont tous leur propre mode opératoire. Certains ont même été assez inventifs, passant du simple assassinat arbitraire au rituel satanique assez flippant. Ces personnes ont toutes comme point commun d'avoir choqué l'opinion publique, que ce soit par le statut que le meurtrier avait avant de se faire attraper, par le nombre de victimes très souvent exorbitant, mais aussi et surtout par leurs pratiques macabres. Entre meurtres de nouveau-nés, torture, viols, satanisme et empoisonnement, on a pu en voir de toutes les couleurs. Comme dit plus tôt, il est ici question de criminels français. Donc on ne parlera pas de Jack l'Éventreur ou encore du cas extrêmement marquant d'Elisabeth Bathory. Mais rassurez-vous, les personnes dont il est question ici n'ont rien à envier à notre très chère Elisabeth. Laissez-moi donc vous présenter 3 des pires tueurs en série de France. Dominique Cotrez, la mère infanticide. Nous sommes en juillet 2010 à Villers-au-Tertre. Les nouveaux propriétaires d'une maison mettent en place des travaux dans le jardin, jusqu'à tomber sans le vouloir sur des sacs plastiques contenant à l'intérieur des cadavres de bébés. La gendarmerie est directement alertée. En réalisant une enquête, on remonte jusqu'à l'ancien propriétaire de la maison, qui se nomme Oscar Lempereur. Mais celui-ci étant décédé en 2007, on se rabat alors sur sa fille, une certaine Dominique Cotrez. Et en se rendant chez elle, que ne fut pas la surprise des gendarmes lorsque l'on découvre 6 autres cadavres de bébés dans le garage. Dominique Cotrez n'essaie même pas de se défendre, et avoue absolument tout. Les infanticides, mais aussi l'enterrement des corps dans le jardin ou dans le garage, toutes et deux sont faits. Pour comprendre ce qui a pu la pousser à commettre l'irréparable, il faut revenir un peu en arrière. Elle naît en 1964 et depuis son enfance, elle semble avoir des problèmes d'obésité qui la font complexer. Cependant, malgré les moqueries de ses camarades lors de ses études, elle continue à avancer dans la vie. Et à partir de 1985, elle va même réussir à se marier et aura 2 filles. Et justement, le problème vient de là. Alors, pas de ces 2 filles en particulier, mais de son premier accouchement, qui l'a tout simplement traumatisée. Elle aurait eu, selon ses dires, un accouchement très difficile. En fait, une des sages-femmes qui s'occupait de l'accouchement aurait été assez violente verbalement s'agissant de la corpulence de Dominique Cotrez. Bon, en gros, elle l'a traitée de grosse. Alors, ça a l'air banal vu comme ça, mais cet événement marque un véritable changement dans la vie de Dominique Cotrez, qui aura une conséquence non négligeable sur ce qu'elle va faire dans le futur. C'est très simple. À partir de son 2e accouchement, elle ne veut tout simplement plus avoir affaire avec tout ce qui concerne le corps médical. Elle développe une véritable phobie. Le problème, c'est que Dominique Cotrez et son mari n'utilisent aucun moyen de contraception. Et donc ce qui devait arriver arriva, et Dominique Cotrez tombe une 3e fois enceinte. Il était absolument hors de question pour elle de retourner à l'hôpital. Le truc, c'est que dû à sa corpulence, personne dans la famille ou même les autres proches de Cotrez n'avait remarqué qu'elle attendait un enfant. Un jour, profitant du fait que son mari n'était pas à la maison, elle accouche clandestinement. Et là, l'impensable se produit. Au lieu d'aller signaler l'accouchement, elle décide d'étouffer le bébé dans des draps. Puis elle place le corps dans un sac poubelle avant de le cacher dans le grenier. Le pire, c'est que le travail est terriblement bien exécuté. Non seulement le sac poubelle n'est pas retrouvé, mais en plus il n'y avait à aucun moment le moyen de savoir que Dominique Cotrez était enceinte, du fait de sa corpulence. Elle comprend donc qu'elle a les mains libres et à partir de là, ce sera le même processus pour 7 autres accouchements clandestins, pour un total de 8 infanticides effectués entre 1989 et 2000. De retour en 2010 donc, où les cadavres sont retrouvés. Dominique Cotrez est arrêtée et poursuivie en justice. Elle ne pose pas vraiment de résistance pendant le procès, assumant complètement les infanticides, mais essayant un peu de se dédouaner. Je ne suis pas un monstre. Non, je suis pas un monstre. Bref, elle est condamnée à 9 ans de prison le 2 juillet 2015. C'est donc une mère de famille paradoxalement coupable d'infanticide sur ses propres nouveau-nés, qui n'a pas manqué de faire la une des journaux même à l'international. Aujourd'hui, elle est sortie de prison et aspire à retrouver une vie paisible, même si évidemment sa réputation est entachée à jamais. Le pays entier était abasourdi. Un bon nombre de ses voisins et des personnes qui la connaissaient de près ou de loin lui ont tourné le dos.
et je ne parle même pas de l'opinion publique. Elle n'avait clairement pas intérêt à traîner dans la rue lorsque cette affaire a été dévoilée au grand jour. Cette affaire a choqué et a servi de rappel à tous. Vous n'êtes pas forcément à l'abri des personnes qui sont à côté de vous, voire même des personnes avec qui vous partagez votre vie. Vous pouvez être témoin de découvertes qui au mieux vous choqueront et au pire vous détruiront mentalement, voire même physiquement dans certains cas. Catherine Desaix, l'empoisonneuse. Cette fois-ci, on fait un voyage dans le temps pour se téléporter au XVIIe siècle. Catherine Desaix, surnommée aussi Catherine Lavoisin, née vers 1640. Elle grandit dans une famille assez modeste. Elle finit cependant par se marier avec un marchand nommé Antoine Monvoisin. Cependant, celui-ci ayant des soucis d'alcoolisme, il la battait assez régulièrement. Et après que son marché ait fait faillite, il meurt dans des circonstances un peu floues. Bref, Lavoisin devient veuve, et à partir de là, elle cherche n'importe quel moyen lui permettant de s'enrichir, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, naturellement. Elle se spécialise ainsi dans 3 domaines. Le premier, c'est la chiromancie. C'est une pratique de voyance consistant à interpréter les signes de votre paume, notamment pour déterminer votre avenir. Elle était également connue pour être une faiseuse d'anges, c'est-à-dire qu'elle faisait tout simplement avorter des femmes dans le secret, en échange d'une rémunération, en sachant qu'à l'époque, l'avortement était absolument interdit. Et oui, du fait du caractère très religieux de la société, c'était considéré comme une atteinte à la vie, et donc un infanticide. Du coup, à chaque fois que Lavoisin faisait avorter une femme, cela était comptabilisé par la justice comme un infanticide. Des enquêtes découvriront plus tard que Catherine Desaix a brûlé ou enterré plus de 2500 corps. Mais ce n'est pas fini, je ne vous ai toujours pas parlé de sa 3e spécialité. Si Catherine Lavoisin a été tant crainte à cette époque, c'était pour ses qualités d'empoisonneuse. C'est effectivement l'instigatrice du plus grand réseau d'empoisonneuses connu à ce jour. Elle vendait sans état d'âme des centaines de poisons à qui il voulait, tuant ainsi directement ou indirectement des centaines de victimes qui n'avaient rien demandé, en sachant que c'était extrêmement populaire à l'époque. Le poison était parmi les meilleurs moyens de tuer presque n'importe qui de façon extrêmement discrète, que ça soit votre pire ennemi, votre mari, votre sœur, mais aussi et surtout vos parents. Et oui, pour obtenir l'héritage. Bref, lorsqu'une empoisonneuse nommée Marie Bosse se fait attraper en étant en train d'avouer participer à un réseau caché d'empoisonneurs, elle est interrogée et finit par trahir le nom de beaucoup d'empoisonneuses, dont même des personnes faisant partie de la noblesse, ce qui n'a pas fini de choquer le pays. On finit par comprendre que la vie de certains membres du Parlement, et peut-être même du roi Louis XIV lui-même, était menacée, ce qui aurait eu un impact plus que significatif sur l'ensemble du pays. Le roi prend tellement la menace au sérieux qu'il ouvre une chambre ardente, un tribunal exceptionnel spécialement créé pour enquêter puis faire juger l'ensemble des coupables de l'affaire des poisons, dont Catherine Lavoisin qui a fini par être trahie. Donc on n'était clairement plus sur un simple fait divers. Entre avortement et empoisonnement, Lavoisin avait déjà un compteur de mort absolument pharaonique. Mais le pire est encore à venir, car une dernière affaire va finir d'enterrer son cas. D'après la légende, donc à prendre avec des pincettes, Catherine aurait été l'instigatrice de messes noires, donc des rituels sataniques qui avaient pour objectif le meurtre de nourrissons pour effectuer le rituel. Donc là on ne parle pas de simple avortement, mais bien d'un bébé né après terme qui se fait trancher la gorge afin de récolter son sang. Bon, cette information doit être prise avec des pincettes, car la plupart des documents qui couvraient cette affaire ont été brûlés par le roi, car sa maîtresse, Madame de Montespan, était soupçonnée d'avoir participé à ces messes noires aux côtés de Lavoisin. Il voulait donc éviter que son ancienne maîtresse soit un peu dans la mouise. Il fait donc supprimer un maximum de documents concernant cette affaire, ce qui permet de la sauver. Mais ce qui ne permet pas de sauver Catherine Lavoisin par contre, qui quant à elle sera brûlée le 22 février 1680. On ne sait pas vraiment ce qui a poussé Catherine à faire tout cela. Bon, il y avait évidemment une question d'argent, puisqu'elle s'est énormément enrichie avec toutes ses activités. Mais bon, de là à mettre fin à la vie d'un nombre incalculable de personnes, c'est quand même assez incroyable. Plus de 2500. Enfin, 2500, c'est plutôt le nombre estimé d'avortements, en considérant qu'à l'époque, c'était considéré comme un infanticide. Donc on n'a même pas comptabilisé les victimes de poison créées par Lavoisin, et peut-être même les victimes des messes noires. Bref, elle a tué plein de monde, mais ce serait surprenant qu'elle ait uniquement fait ça pour l'argent. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle trouvait un certain plaisir dans certains de ses crimes. Je pense particulièrement aux messes noires. En tout cas, une chose est sûre. En termes de plaisir dans le fait de tuer, personne ne peut égaler la personne qui suit. Gilles de Rais, le seigneur déchu. Alors Gilles de Rais, c'est le détraqué de service.
Il est né aux alentours du début du XVe siècle, vers 1404, donc 1404 à l'époque de la guerre de Cent Ans, qui est une guerre qui opposait le royaume de France au royaume d'Angleterre. D'ailleurs, la France était dans une situation extrêmement délicate. Le dauphin de France, le futur roi Charles VII, manquait cruellement de soutien pour financer la guerre. 2 personnes vont lui permettre de remonter la pente et même à terme de gagner la guerre. Il s'agit premièrement de Jeanne d'Arc, qu'on ne présente plus, et aussi et surtout de Gilles de Rais. Il est issu d'une famille de nobles très riches. Ses parents vont décéder dans la jeunesse et il va alors hériter d'une fortune absolument colossale. À partir de ses 20 ans, il utilise le maximum de sa fortune à l'effort de guerre. Acheter les armes, les chevaux, payer les hommes, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la cause de Charles VII, à laquelle il tient énormément. C'est vraiment un bon gars quoi. Après vous me direz, dégager les Anglais à cette époque, ça vaut tout l'or du monde. Malgré le fait que la guerre se déroule de mieux en mieux pour la France, il est mentalement détruit par la mort de Jeanne d'Arc, qu'il voyait comme un modèle. À partir de là, il enchaîne les dépenses excessives et se fait alors abandonner par le roi. Désespéré de retrouver sa fortune, il prend alors contact avec un certain François Prelati, un alchimiste et sorcier proche des pratiques satanistes. Et oui, vous l'avez compris, c'est à partir de là que ça va commencer à partir en steak. Il passe alors la plupart de son temps dans son tristement célèbre château de Tiffauges. Au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on s'interroge sur la disparition de plus en plus récurrente d'enfants dans la zone, très souvent des enfants vagabonds. La vérité est la suivante. Gilles de Rais demandait à ses subordonnés de faire des descentes dans les villes pour enlever des jeunes enfants, souvent par la force mais parfois aussi par la ruse, en faisant croire à ses enfants qu'ils ne feraient qu'un petit travail de rien du tout pour leur seigneur, comme servir la table. En réalité, il n'en était rien. Gilles de Rais logeait ses enfants pendant quelques jours, puis il finissait par les emmener dans les bas-fonds du château. Et là, c'était l'enfer. Il fait subir aux enfants des supplices inimaginables. Très souvent, il les torture, ou les viole, ou les démembre, puis les tue, se masturbe sur les cadavres avant de les contempler, et enfin récupère le sang afin de faire invoquer des démons. Bon, Gilles de Rais était devenu fou. Il était complètement tombé dans une folie meurtrière réunissant plus de 200 victimes. D'ailleurs, il n'était lui-même pas sûr que ce chiffre était exact. Mais alors, on peut se demander ce qui le motivait à faire tout cela. Une explication pourrait être donnée dans sa jeunesse. Il a eu une enfance assez difficile, ses parents sont morts assez tôt, et donc il a été recueilli et élevé par son grand-père. Enfin, élevé entre guillemets, si je puis dire, puisqu'en fait, il ne s'en occupait quasiment pas. Il préférait juste passer son temps à le tabasser et à le forcer à aller voir des scènes d'exécution. Donc évidemment, on se doute qu'avec une enfance pareille, tu ne grandis pas sereinement, même si cela justifie difficilement ce qui a été fait ensuite. Peut-être aussi qu'il était tellement obsédé par le fait de recouvrer sa fortune d'antan que plus rien ni personne ne pouvait vraiment combler ce manque obsessionnel, et que donc il s'est tourné vers les rituels sataniques. C'est un peu la fin justifie les moyens quoi. Bon, au final, il a fini par se faire cramer, même si ça a pris énormément de temps. Il a pu effectuer ses petites activités pendant environ 8 ans. C'était à la base un soutien du roi, il avait quand même aidé pendant la guerre de Cent Ans, je rappelle, et qui plus est, c'était un seigneur très puissant dans le royaume. Donc se baser sur ce qui était à l'époque des rumeurs pour essayer de le faire tomber, c'était très difficile. Mais pas impossible, puisque ces crimes finissent par être révélés à la stupéfaction d'un bon nombre de personnes. Lors du procès, on l'accuse d'invocation de démons, infanticide et autres crimes odieux. Il est condamné à mort et finit par être pendu puis brûlé. Gilles de Rais était un seigneur vraiment important dans le royaume. En ayant commis ces crimes, il a permis de comprendre que n'importe qui, même en dehors de la guerre, pouvait être auteur de crimes inimaginables, en particulier les seigneurs, qui étaient pour beaucoup d'entre eux idolâtrés par la population de leurs fiefs respectifs. Gilles de Rais apporte une touche de plus avec son affinité avec le diable, ce qui évidemment pour la société chrétienne de l'époque était absolument catastrophique, sa réputation dans le royaume étant ternie à jamais. Voilà les 3 tueurs en série que je voulais vous présenter. Alors vous aurez remarqué qu'il y a quand même un sacré problème avec les enfants. Soit on leur coupe la gorge, soit on leur fait des rituels sataniques. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, si on oublie un peu tout cela, cette vidéo était plutôt sympa à faire. J'ai vraiment bien aimé personnellement. Si c'est aussi le cas pour toi, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.